Donc on est en train de vouloir décrire des méthodes qui peuvent être appliquées dans un très grand nombre de situations. D'accord ? Alors, comment faire ? Peut-être là, ici, je vais écrire le cadre général. Le cadre général, c'était ça. Alors, première chose tout de suite qu'il faudra mentionner, c'est que cette relation-là, qu'on écrit sous forme continue, en fait, à vrai dire, lorsqu'on fait des mesures, les mesures sont en nombre fini. En fait, ici, les mesures sont faites à des positions bien spécifiques, et ça, je vais l'appeler GI. Et le nombre des points de mesure, en général, est fini, M. Alors, si je vous donne M points de mesure, et je vous demande donc de trouver une fonction F, qui est inconnue, il semble que ce problème-là est de toute façon très mal posé. Dans le sens que, avec un nombre fini de valeurs, on ne peut pas estimer une fonction qui est en dimension infinie. Donc, l'idée, c'est de dire, je vais pouvoir approximer ma fonction. Alors, vous allez voir, par rapport à la méthode paramétrique, c'est peut-être pas très différent. Mais l'idée, c'est de dire que je vais pouvoir approximer ma fonction en le décomposant sur une base quelconque. Alors, les BJ, une base à bien choisir, de telle sorte que cette approximation soit valide avec un nombre raisonnable, n, des paramètres FJ. FJ, c'est le coefficient de décomposition de la fonction f sur la base BJ. Alors, pour l'instant, je ne vous dis pas quelle base il faut choisir, mais restons dans le cadre général. On va trouver donc des exemples tout de suite. Alors, à partir de là, vous allez mettre cette relation là-dedans. Qu'est-ce qu'on va obtenir à partir de ces deux-là? On va obtenir que GI égale intégrale de la somme. On peut changer la place de somme de l'intégrale. La somme sur J. De FJ, il peut être sorti. Il reste l'intégrale. L'intégrale de PJ, H de R et SI, dr. Si j'ai choisi les BJ de telle sorte que le calcul de cette intégrale puisse se faire d'une manière peut-être pas exacte, mais d'une manière très précise, le résultat donc, de ces calculs, je pourrais les appeler HPJ. Et donc, vous voyez que je vais avoir ici la relation qui s'écrit évidemment, ici, vous avez une approximation. Dans les calculs donc, de ces éléments-là, vous allez faire des approximations, des calculs numériques, vous allez le faire. Et donc, pour prendre en compte l'ensemble de ces erreurs-là, je vais introduire ici le epsilon I. Ensuite, je vais mettre ici, je vais mettre l'ensemble des éléments GI dans un vecteur, l'ensemble des éléments F
dans un autre vecteur. Et la relation entre les deux, c'est une relation de matrice H. Et donc, le mot algébrique, c'est dans ce sens-là qu'on a transformé l'équation qui était sous forme d'équation intégrale à une relation extrêmement simple de vecteurs et de matrices, une relation algébrique. Et à partir de là, l'objectif c'est de trouver f chapeau. On va revenir donc sur ça. Et une fois que vous avez la solution f chapeau, vous avez la fonction f qui va être approximée effectivement à f chapeau j et j de t. Voici donc le cadre général. Maintenant, on va prendre un exemple et on va discuter sur les fonctions bj. Alors, vous allez me dire que finalement, ça aussi, ce n'est que une méthode comme la méthode précédente, c'est une méthode paramétrique, parce que fj, vous pouvez le considérer l'ensemble de paramètres, et l'objectif c'est de trouver le f ici, et ensuite le remplacer exactement comme la méthode précédente. Alors, pourtant, cette méthode-là, on ne l'appelle pas méthode paramétrique. La raison, c'est que on va voir en fonction donc, du choix de bj. Et d'autre part, ici, les paramètres fj, le nombre de paramètres ici, en général, c'est très élevé. Contrairement au cas précédent, où le nombre de paramètres était d'une nature différente, mais un nombre faible. Ici, c'est différent. Alors, on va prendre donc exactement l'exemple de la tomographie et on va voir comment on va pouvoir faire ça. Alors, je vais choisir une fonction base, vous allez voir, qui est très simple. Premièrement, je vais supposer que ma fonction f de xy, qui est ici, s'écrit sous la forme de somme de fij ou fj, bj de r. Alors, r, bj de xy. Ce que j'ai mis ici, xy. Alors, comment je vais choisir bj? bj, ben, je vous fais une proposition. Je vais supposer, je vais supposer d'abord que ma fonction est 0 en dehors donc de cette rectangle, ce carré que je viens de dessiner. Bien. Alors ensuite, je vais définir la fonction bj, que ce soit une fonction qui est égale à 1 ou égale 0. Je vais appeler ça f1, f2 jusqu'à fn. Et ici, ben, fj, par exemple. Alors, je vais noter comme ça, f1, f2, etc. Et l'élément fj. Et je vais supposer que les bj sont des fonctions qui sont égales à 1 ou à 0 lorsque x et y se trouvent dans la surface de pixel j et 0 ailleurs. Autrement dit, je vais supposer que ma fonction est égale à une constante. La fonction bj est égale à 1 à l'intérieur de cette surface et 0 ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire quel va être, avec cette définition-là que je viens d'écrire, quels vont être les éléments hij? Les éléments hij, ça va être intégrale de bj de xy
qui multiplie par la fonction h. La fonction h ici dans cet exemple, c'était quoi? C'était delta de r moins x cosinus phi moins y sinus phi. Et ici dx. Pour l'exemple de tomographie, la fonction h était ça. Et vous voyez tout de suite que finalement, le hij va avoir une interprétation qui va être très simple. hij va être la longueur que je viens de dessiner ici. hij, ça va être égal à la longueur du rayon i, si j'appelle ici la fonction ji, la longueur du rayon numéro i dans le pixel numéro j. Vous me suivez? Donc, c'est très facile, pour cet exemple précis, de calculer les éléments hij. Et une fois que j'ai calculé les éléments hij, je construis la matrice H, le vecteur G, le vecteur F, et j'ai tous les éléments à la main pour pouvoir ensuite résoudre. Alors, les choix, alors ça, on appelle des fonctions base pixels. Mais vous pouvez choisir d'autres fonctions. Un autre exemple de situation que je pourrais vous donner, c'est des fonctions de base qui soient égales à une gaussienne, on les appelle les blobs. Une fonction gaussienne qui, le centre il est là, et qui décroît très facilement autour de ce point. Mais vous pouvez choisir, donc, parmi les fonctions de base, les PJ. Donc, c'est, d'une manière générale, c'est des fonctions à choisir, des fonctions base. Comment on les choisit? On les choisit en fonction de simplicité. Et il faudra qu'effectivement les approximations qu'on fait soient valables. On dit base pixel, base gaussienne, base spline, base de Fourier, base des ondettes, etc. Peut-être avant, c'était base impulsion. C'est une fonction qui est égale à... Alors, en 1D, si je vais dessiner, en 1D, c'est une fonction qui est égale à... Au point J est égal à 1 et 0 à I. Base pixel, c'est une fonction qui est égale à... Comme ça. Ici, c'est le pas d'échantillonnage, delta. C'est une fonction qui est égale à 0 en dehors de l'intervalle d'échantillonnage. Est égal à 1, égal. Base gaussienne, ça pourrait être par exemple, effectivement, ici, une forme comme ça, gaussienne. Des fonctions spline. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit, des splines? Les fonctions spline. Vous prenez donc cette fonction-là, qui est égale à... Alors ça, on l'appelle d'ailleurs spline d'ordre 0. Si vous prenez cette fonction-là et que vous le convoluez avec la fonction même, vous obtenez le spline d'ordre 1. Quelle va être la forme? Vous prenez une fonction qui est comme ça, et vous nous faites la convolution avec la fonction même. Qu'est-ce que vous obtiendrez? Ah, voilà, effectivement. Comme ça.
c'est le pas, c'est l'intervalle d'échantillonnage. Et si vous répétez l'expérience, vous trouverez, ça c'est spleen d'ordre 1. Et si vous continuez de nouveau, vous prenez donc ce triangle, vous convoluez de nouveau avec ça, vous obtiendrez une fonction spleen d'ordre 2, spleen d'ordre 3, etc. Alors, les fonctions spleen, ce sont des fonctions qui sont à support limité. Toutes les fonctions spleen sont à support limité. Bon, base de Fourier, vous connaissez. Base des ondelettes. Oui. Dans HIJ, là, vous avez écrit le R et phi dépendent de I. Alors, oui, voilà, c'est ça. Donc, le R et phi, j'étais en train de l'écrire pour la position I. Effectivement, vous avez raison. Le R, alors, comment je pourrais l'appeler? Je pourrais le mettre phi I et RI. Ça veut dire, pour cette position-là, RI, c'est là, et phi I, c'est là. Effectivement, vous avez raison. D'accord? Alors, oui. Une question. Fx, Y, c'est l'intensité. C'est l'intensité. Dans un point. C'est ça. Alors, j'ai supposé que f de xy puisse s'écrire comme une constante qui multiplie par... Ça va être en fait, cette écriture-là que j'ai écrite, ça veut dire que je suppose que la fonction f est une valeur constante dans le pixel j. Parce que quand je l'écris ici, fj, ça veut dire que son amplitude, son intensité, c'est fj. Et effectivement, lorsque vous allez visualiser ça sur l'écran de l'ordinateur, si vous choisissez une code de couleur fj égale 0 noir et fj égale 1 blanc, vous avez ici une image qui représente la section de Et fj peut prendre des valeurs entre 0 et 1. fj, par exemple, ici, ça peut être entre 0 et 1, ça peut être entre 0 et 255, ça pourrait être aussi les valeurs négatives, ça dépend donc des situations. Mais fj, si c'était l'intensité, évidemment, c'est positif. Mais si c'est autre chose, si c'est autre grandeur, c'est les valeurs, donc des grandeurs. Le cas, c'est très général. Évidemment, pour l'application en imagerie, devient plus spécifique. Il faudra préciser. Alors, quelles sont donc... La méthode est extrêmement générale. Pour l'instant, je ne vous ai pas dit comment trouver ça, à partir de ça. Mais si la relation, si le problème inverse est linéaire, si la relation ici, c'est une relation linéaire, en choisissant n'importe quelle base, vous arriverez toujours à une équation comme ça. Ce qui va changer, c'est les structures de la matrice H, suivant donc les applications, comment les calculer, les éléments de la matrice H. Mais cette relation-là, symboliquement, est absolument toujours vraie. Alors maintenant, une bonne partie de cours, à partir de maintenant, c'est partir de cette équation et essayer de voir comment on peut obtenir f. Et une fois qu'on a obtenu f, on a donc la solution. Ok?